Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Élise Moreau avait toujours été une femme habituée à ce que le monde lui obéisse. Née dans une famille dont la fortune remontait à plusieurs générations, elle avait grandi dans les salons feutrés des palaces et des clubs privés, où les conversations tournaient autour de noms prestigieux, d'investissements millésimés et de voyages en jet privé. Elle connaissait par cœur les codes du pouvoir et du luxe, et surtout, elle savait qu'elle ne devait jamais montrer la moindre faiblesse. Sa mère, une femme glaciale au regard sévère, lui avait inculqué dès l'enfance que la richesse était un bouclier contre le monde, et qu'il fallait maintenir cette forteresse en dominant quiconque pourrait la menacer. Dans cette logique, Élise avait appris à mépriser les personnes en dessous d'elle, sans jamais se poser de questions. Son arrogance n'était pas née du vide, mais d'un système et d'une éducation qui l'avaient enfermée dans une vision rigide et élitiste de la société. Ce matin-là, Élise était d'humeur impatiente, comme toujours quand elle décidait de s'offrir un moment de détente dans un lieu nouveau. Le jardin d'ébène lui avait été recommandé par une collègue, vantant une cuisine authentique et raffinée, dans un cadre élégant. Mais Élise, fidèle à elle-même, se moquait bien de la renommée. Ce qui l'intriguait surtout, c'était le fait que ce restaurant ne fasse pas partie d'une grande chaîne ou d'un groupe hôtelier connu. Cette indépendance, cette absence de luxe conventionnel, lui faisait froncer le nez. Une femme noire propriétaire d'un restaurant? Dans son esprit, cela sonnait comme un pari risqué, une anecdote plutôt qu'un succès durable. Lorsqu'elle franchit la porte du jardin d'ébène, le parquet de bois brillant, les nappes blanches impeccables et les lumières tamisées l'accueillirent. Élise se permit un regard évaluateur, presque militaire. Chaque détail était passé au crible, comme un général inspectant un champ de bataille. Les serveurs en tenue sobre, les tables espacées avec soin, tout semblait bien organisé, mais à ses yeux, encore loin de ses standards habituels. Marie arriva alors, jeune femme au sourire posé et aux gestes mesurés. À 30 ans, elle avait dû se battre pour construire ce qui aujourd'hui rayonnait autour d'elle. Élevée dans un quartier modeste, confrontée dès son plus jeune âge à la discrimination et aux préjugés, elle avait puisé dans sa résilience une force tranquille. Son rêve, ce restaurant, était le fruit de longues années d'économie, de sacrifice, et d'une détermination farouche à prouver que son talent et sa valeur n'avaient rien à voir avec sa couleur de peau. Mais Élise ne vit pas cette histoire, ni cette lutte. Elle ne vit que la serveuse devant elle, prête à prendre sa commande. Sans un regard, sans une once de curiosité ou de respect, elle lança son choix d'une voix ferme et autoritaire. Marie, polie, tenta de glisser quelques suggestions, mais Élise la coupa d'un geste impatient. Les repas arriba. Élise piqua une fourchette dans le risotto, grimaça, et sentit aussitôt un agacement surmonter en elle. La texture ne correspondait pas à ses attentes. Elle ne chercha pas à comprendre, ni à demander calmement une autre préparation. Non, s'afrastras sempre de sus. Se levant brusquement, elle attira tous les regards dans la salle feutrée. « Mais qu'est-ce que c'est que ce service déplorable ?» s'exclama Élise, sa voix claire et glaciale franchissant la salle comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son ton résonnait contre les murs ornés de tableaux aux teintes chaleureuses, brisant brusquement la douceur habituelle du lieu. « Vous vous moquez de moi » poursuivit-elle, le regard brûlant de colère et de mépris. « Vous croyez que je vais payer pour ça ?» Marie, imperturbable malgré la brutalité de l'attaque, fit un pas en avant. Son visage restait serein, presque doux, ses yeux pourtant révélant une détermination contenue. « Madame, je suis désolée que le plat ne vous ait pas convenu, » dit-elle calmement, en inclinant légèrement la tête. « Puis-je vous proposer de le remplacer ?» Mais la réponse d'Élise fut un mur infranchissable. Sa colère grossissait comme un orage, son arrogance se transformant en un torrent de paroles acerbes. « Remplacer. Vous appelez ça du service ?» cracha-t-elle en croisant les bras. « Vous êtes incapable de faire votre travail correctement. C'est honteux. Un peu de professionnalisme ne vous ferait pas de mal. » Elle leva la voix, insistant sur chaque mot comme pour s'assurer que personne ne puisse ignorer son mépris. Puis, sans retenue, elle enchaîna sur des attaques plus personnelles. « Franchement, comment avez-vous pu être embauché ici? Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qu'est un vrai travail. Et puis, avec votre façon de faire, vous devriez peut-être retourner à l'école ou changer de métier. Ce restaurant devrait se demander comment il a pu vous garder aussi longtemps. » Le visage de Marie se ferma un instant,
Ses yeux s'assombrirent, témoins de la blessure que ces mots faisaient naître en elle. Mais elle ne répondit pas. Elle savait que riposter dans l'instant ne ferait qu'envenimer la situation. Et surtout, elle refusait de baisser son propre niveau d'humanité pour correspondre à la bassesse de l'insulte. Autour d'elle, l'atmosphère avait changé. Les clients, jusque-là plongés dans leur conversation ou leurs plats, s'étaient tus. Certains échangeaient des regards lourds de compassion, d'autres de malaise, voire d'indignation silencieuse. Ils comprenaient ce que ce spectacle signifiait, une personne humiliée publiquement, en raison de préjugés plus profonds que cette seule assiette. Mais personne ne bougea. Ni pour défendre Marie, ni pour calmer Élise. L'inertie pesait lourdement dans l'air. Peut-être par peur, peut-être par habitude, ou par un malaise trop difficile à affronter. C'est alors qu'Élise tourna la tête, dans un mouvement agacé, cherchant du regard un responsable ou un témoin à rallier à sa cause. Mais son regard se figea net. À quelques mètres de sa table, encadrée avec élégance au-dessus d'un meuble en bois d'ébène, une grande photo dominait le mur. Elle montrait une femme souriante, droite, fière, debout devant la façade du restaurant, dans une lumière dorée de fin d'après-midi. La légende, simple mais frappante, était inscrite en lettres dorées. Marie Dupont, fondatrice et propriétaire du Jardin d'Ébène. Un silence glacé tomba dans l'esprit d'Élise. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Ses yeux, agrandis par la surprise, allaient de la photo à la femme debout devant elle, celle qu'elle venait de rabaisser publiquement. Elle recula d'un pas, les doigts tremblants, comme si elle venait de découvrir une vérité trop lourde à porter. « Vous êtes la propriétaire », balbutia-t-elle, la voix brisée, presque méconnaissable. On aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme. Marie hocha lentement la tête. Son calme était intact, mais dans ses yeux brillait une lumière douce, ferme, indomptable. Elle ne jubilait pas. Elle ne savourait pas la gêne de cette femme. Elle était simplement là, pleinement elle-même, ancrée dans la vérité de son existence. « Oui, madame. Je suis celle qui a bâti ce lieu, pierre après pierre, idée après idée. Celle qui veille chaque jour à la qualité des plats, à la chaleur de l'accueil, à l'âme de cet endroit. Je suis celle qui fait vivre ce restaurant. Et ce rêve. » Sa voix n'était ni tranchante ni vindicative. Elle était posée, pleine d'assurance, et c'est précisément cela qui rendit la honte d'Élise insupportable. Tous les mots qu'elle avait jetés plus tôt revenaient dans son esprit comme des gifles. Comment avez-vous pu être embauchée ici? Retournez à l'école. Vous êtes incapable de faire votre travail. Chaque phrase résonnait dans sa tête, mais désormais avec une autre voix, la sienne. Et elle se détesta pour cela. La salle, elle aussi, semblait suspendue dans une stupeur silencieuse. Quelques clients murmurèrent à voix basse. Certains la regardaient avec désapprobation, d'autres baissaient les yeux, mal à l'aise d'avoir assisté à cette scène sans intervenir. Le poids du moment était palpable. Élise sentit une chaleur lui monter aux joues. Ce n'était pas la colère, cette fois. C'était la honte. Une honte profonde, inconfortable, brûlante. Son cœur battait plus vite, et elle avait l'impression d'étouffer dans sa propre peau. Tout son monde, sa supériorité, sa certitude d'être au sommet venait de se fissurer devant une vérité aussi simple qu'imparable. Le respect ne s'achète pas. Je suis désolée, murmura-t-elle enfin. Mais les mots étaient fragiles, à peine audibles. Je ne savais pas. Marie s'approcha alors, doucement, sans dureté. Elle posa une main légère sur son épaule. Ce simple geste, empreint d'une humanité rare, fit chanceler Élise plus que n'importe quel reproche. « Ce n'est pas la première fois que quelqu'un vient ici avec des idées toutes faites, » dit Marie avec douceur. « Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre à regarder autrement. À respecter. À voir au-delà des apparences. » Il y avait dans sa voix une force tranquille, une noblesse qui ne venait ni de l'argent, ni du statut, mais de la vérité de son parcours. Elle n'avait rien à prouver. Elle existait, debout, avec dignité, face à celle qui avait tenté de la rabaisser. Élise baissa les yeux. Ses lèvres tremblaient. Elle sentit les larmes lui monter, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de chercher l'indulgence. Ce jour-là, dans ce restaurant qu'elle avait méprisé en entrant, elle reçut une leçon d'humilité qu'aucune école, aucun séjour dans un palace, aucune somme d'argent n'aurait pu lui offrir. Elle comprit, pour la première fois, que le vrai pouvoir n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans la façon dont on traite les autres. Et cette femme,
qu'elle avait prise pour une simple serveuse, lui avait donné une leçon que sa vie entière avait oubliée. La grandeur se reconnaît à la dignité silencieuse, pas au bruit de l'arrogance. Quelques mois plus tard, les habitués du jardin d'ébène remarquèrent un changement discret mais marquant dans le décor quotidien du restaurant. Parmi les clients réguliers, une silhouette bien connue revenait désormais chaque semaine, parfois même plusieurs fois. Elise Moreau. Fini les entrées théâtrales, les lunettes de luxe portées comme un masque, les airs supérieurs. Désormais, Élise entrait en toute simplicité, saluant le personnel avec respect, attendant patiemment son tour, remerciant pour le service avec sincérité. Les regards méfiants des premières semaines s'étaient transformés en sourires curieux, puis en gestes amicaux. Un jour, alors que le service du midi touchait à sa fin, Élise s'était attardée, seule à sa table. Elle observait la salle, son regard accroché aux détails qu'autrefois elle aurait jugés insignifiants. Les cadres au mur racontant l'histoire d'un héritage africain, les mains fatiguées mais fières des serveuses, la rumeur vivante d'un lieu habité par l'effort. Et surtout, la présence calme de Marie, toujours attentive, toujours debout, au cœur de ce monde qu'elle avait bâti. Ce jour-là, Élise prit une inspiration et demanda doucement. « Marie, puis-je vous parler, en dehors du service ?» Juste un moment. Marie, surprise mais sereine, accepta avec un petit sourire. Elles s'installèrent dans un coin plus calme, près de la grande baille vitrée où la lumière du printemps filtrait à travers les feuillages. Élise hésita, jouant avec la tasse de thé devant elle. Puis, lentement, elle se livra. Elle parla de son enfance, enfermée dans les exigences de la haute société, où tout était apparence, performance, prestige. Elle évoqua son père, distant et rigide, sa mère obsédée par le statut social, et cette voix intérieure qui lui avait toujours dit de mépriser pour ne pas être méprisée. Je croyais que la valeur d'une personne se mesurait à ce qu'elle portait, à la table qu'elle choisissait, dit-elle d'une voix éteinte. Je ne savais pas que le vrai courage avait un autre visage. Marie l'écouta sans juger. Elle lui raconta à son tour ses débuts, les petits boulots, les nuits sans sommeil, les refus, les humiliations, les portes qui se refermaient dès qu'elle prononçait son nom avec son accent du Sud. Mais aussi les victoires discrètes, les encouragements d'une grand-mère qui lui avait appris à rêver sans se trahir, les recettes transmises par des femmes fortes, les amis fidèles qui avaient cru en elle. Elles parlèrent longtemps ce jour-là. Et ce fut le début d'une amitié improbable. Peu à peu, Élise ne se contenta plus d'être une cliente. Elle proposa son aide, ses contacts dans le monde des affaires, non pas pour sauver ou investir, mais pour soutenir, pour apprendre, pour réparer. Elle organisa une soirée caritative au profit de jeunes restaurateurs issus de quartiers défavorisés, en collaboration avec le Jardin d'Ébène. Elle invita des figures du monde gastronomique à découvrir la cuisine de Marie, défendant fièrement ce lieu qu'elle avait autrefois méprisé. Elle n'essayait pas de se racheter en spectacle, elle transformait sa honte passée en levier d'action juste. De son côté, Marie ne changea rien à l'essentiel. Toujours aussi droite, toujours aussi humble, elle accueillit cette amitié sans crainte, mais sans jamais fléchir sur ses valeurs. Elle savait ce que cela lui avait coûté d'arriver là. Et elle savait aussi que parfois, une transformation authentique valait mieux que 100 excuses superficielles. Leurs échanges devinrent profonds, sincères. Elle parlait du monde, de ce qu'il fallait changer, de ce qu'il fallait transmettre. L'arrogance d'Élise s'était effacée, remplacée par une soif de vérité. Et Marie, loin d'être devenue cynique, gardait en elle une foi indestructible, celle qu'on pouvait éveiller des consciences, une personne à la fois. Aujourd'hui, le Jardin d'Ébène n'est plus seulement un restaurant. C'est un symbole. Un lieu où l'on vient pour manger, oui, mais aussi pour écouter, pour apprendre, pour grandir. Marie continue d'y veiller avec grâce, comme une gardienne de mémoire et d'espoir. Et Élise, souvent assise à sa table préférée près de la baie vitrée, lit, écrit, discute avec les jeunes serveurs, toujours un peu plus à l'écoute du monde qu'elle avait longtemps ignoré. Car ce jour-là, où elle avait vu ce visage sur le mur, elle n'avait pas simplement découvert l'identité d'une femme. Elle avait découvert la sienne.